Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans Café Série, c'est l'épisode 30. On est prêt? Ouais, on est ready là. Il a pas l'air prêt, Kevin. Il a pas de microbe là. Donc Kevin a affronté le froid et a tout. À l'hiver, il est venu avec tous ses microbes pour partager avec moi, vos partages. C'est sympa. En même temps, quand on est malade, on regarde des séries. Ah oui, bah c'est. T'as trouvé une excuse là? C'est parfait bon pour ça. Rester sous la couette, c'est une boisson chaude et des séries, c'est parfait. Cool, quand même. Mais bon, justement, on a vu plein de séries, notamment des grosses surprises. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'ai trouvé. On n'en a pas parlé en fait. Non, on n'a pas débriefé encore. On n'a pas débriefé. Donc. Il y a eu des trucs très bien. Ouais. C'est ça là. Ça veut dire qu'il y avait des trucs moins bien aussi. Ok. Je crois savoir de quoi tu veux parler. Donc, il y a eu pas mal de trucs. On vous propose un top 3 microbes, tiens. Je sais pas. Ah, il y a une série médicale. On n'est pas loin du micro. Ou un top 3 métiers à risque. Métiers à risque. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien, ça me va. C'est bien ça. Top 3 métiers à risque. C'est vendu. C'est un peu comme présenter les podcasts, c'est à risque parfois. et en Zoom, on a vu une série sur un tueur en série, forcément. C'est Noël, tout ça. Joie, bonheur, allégresse. Tueur en série, psychopathe. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite avec quelques petites news. C'est l'Espresso. Alors, des news, c'est un peu la suite des news en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme les séries, hein, ça enchaîne. Previously, dans Café Série. Donc, on a beaucoup parlé des séries Disney, hein, la plateforme Disney+, et tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on a aussi parlé de la série Star Wars. Oula, attention, c'est pas un peu précaire. Donc oui, Disney, pour lancer son offre, va lancer une série Star Wars qui va s'appeler The Mandalorian, donc il va être centré, je sais pas exactement, mais ça va parler des Mandaloriens. C'est réalisé par Jon Favreau. On n'avait pas plus de détails que ça. Et il y a quelques jours a été annoncé le casting de la série. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal parce que le casting est vraiment très bon et surtout très très étonnant. Donc dans le rôle principal du Mandalorien, on connaît pas encore son nom pour l'instant. On va donc retrouver Pedro Pascal, hein, qu'on a pu voir dans Game of Thrones auparavant. Là, c'est Narcos aussi, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. D'accord. Et bon, c'est un habitué des séries télé. Ouais, donc comme ça, les autres sont un petit peu plus surprenants. On va avoir notamment Carl Weathers. Ah oui, d'accord. Oui. Qui était dans Rocky, hein, rappelez-vous, Apollo Creed. Et surtout Werner Herzog. Werner Herzog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur allemand. Donc c'est quelqu'un de très... Là, il sourit, là, vous voyez sur la photo. Il a notamment réalisé des films avec Klaus Kinski. Il a fait Nosferatu, il a fait Aguirre. Là, il est acteur? Il a fait l'acteur, il a joué le méchant dans le premier Jack Reacher au cinéma. Mais c'est pas un acteur, c'est un réalisateur, c'est pas un acteur de formation, tu vois. Donc, c'est vraiment la dernière personne que tu attends à jouer déjà pendant Star Wars, même dans une production Disney, tu vois. Tu vois, il a une tête un peu de méchant Star Wars quand même, non? Un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, de passionnant, qui est très bon dans Jack Reacher. Du coup, à suivre. Ensuite, nous avons Giancarlo Esposito, hein, notre cher Gustavo Fring, hein, on a pu le voir dans Breaking Bad. Toujours un bon choix. Oui, il déçoit rarement. Carrément. Et nous avons également Nick Nolte, encore une fois. Par contre, il est déguisé en quoi, là? Il est vraiment comme ça, maintenant? Ah oui, Nick Nolte, maintenant, il est comme ça. Et encore, c'est les bonnes photos que j'ai trouvées de Nick Nolte. Ok. Donc vraiment, casting extrêmement surprenant. C'est l'évolution Pokémon de Nick Nolte. Hein, c'est ça, ouais. Donc ouais, casting très surprenant. Enfin, à part Giancarlo Esposito, c'est pas vraiment un casting de série télé. Surtout, on n'attend pas à jouer dans une série Star Wars. Donc c'est très surprenant. On ne connaît pas encore le rôle, hein. Tout ça va être un petit peu secret pour le moment, donc on va surtout avoir d'autres news, hein, dans les mois qui viennent. Mais on va suivre ça s'annonce plutôt intéressant. Ah oui, il y a quelques réalisateurs aussi qui ont été annoncés. Il y a notamment Taika Waititi qui a réalisé le dernier Thor Ragnarok. Pas mal. Il y a Dave Filoni qui aussi participe à l'écriture. Dave Filoni, c'était le créateur et le scénariste de la série animée Clone Wars, donc c'est un habitué de Star Wars. Et il y a surtout Bryce Dallas Howard. La fille de Ron Howard, qui est l'actrice qui joue dans les Jurassic World, qui commence à se lancer dans le métier de réalisatrice, et qui va donc réaliser. Non, c'est bien. Voilà. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant, on va suivre ça de près, je pense. Enfin, d'autres news par la suite. Disney+, le site, il dit toujours rien? Il dit toujours rien pour l'instant. Ça aussi, on surveille. Très bien. Alors, deuxième news de l'ancien. Toujours de l'ancien. Ouais, de l'ancien et du nouveau. Ouais. C'est ça. Alors, c'est J.J. Abrams qui revient? Ouais, et qui refait équipe avec Jennifer Garner pour Apple. Donc, il va falloir s'habituer un petit peu à ces nouveaux acteurs. On a Disney+, on a Apple, donc on va surtout en parler un peu régulièrement.
Comment c'était bizarre de parler d'Amazon il y a quelques années, hein. Maintenant, on va parler d'Apple et Disney+. Donc, ils vont refaire l'équipe pour une mini-série, donc ça sera une streaming, hein, sur la plateforme d'Apple. Okay. Ça va s'intituler My Glory Was I Had Such Friends. Alors, c'est une mini-série donc tirée des mémoires de Amy Silverstein, donc c'est autobiographique, hein, donc qui sera donc incarné par Jennifer Garner, et ça raconte l'histoire d'un groupe de femmes qui entourent leur meilleure amie, donc Amy, qui attend une seconde transplantation cardiaque. Okay. Voilà, donc ça sent... Bah, ça sent un petit peu la série avec plein de bons sentiments. Des violons. Et des violons. Ouais. On va dire que c'est un petit peu ce que je recherche. Apple ne recherche pas les séries trop clivantes. Ouais. On va dire, c'est un petit peu le consensus, ça attirer le maximum de monde. Donc pourquoi pas, on va voir. C'est pas forcément le genre de série qui me passionne ou qui m'intéresse de base. C'est un peu mélodramatique. Pourquoi pas, si Abrams et Garner sont là, c'est que peut-être qu'il y a un petit truc en plus. J'adore Jennifer Garner. Rien que ça déjà. Elle est toujours intéressante dans tout ce qu'elle fait, donc voilà, si on regarde, peut-être qu'on en parlera au moins. Peut-être. Le premier épisode, on verra bien. Certainement. Alors, autre news, c'est Mr. Robot qui est diffusé en ce moment en fait sur France 2. Enfin, ça c'est si vous dormez pas la nuit du tout. Mais du tout. C'est-à-dire, on sait pas ce qui se passe. À l'époque, il y avait des chasses et pêches et des trucs comme ça. Maintenant, en plein milieu de la nuit, il y a du Mr. Robot qui apparaît sur les écrans. Et le truc, c'est qu'ils vont diffuser quand même une saison inédite. Donc la saison 3. Oui. D'ailleurs, je n'ai pas vu. Tu pourrais te dire, tiens, je suis à la bourre, tout ça, ça serait cool. Alors, tu fais quoi lundi soir à 22h50 ? Je pense que je me prépare à aller me coucher. Et non, tu regardes 6 épisodes de Mr. Robot à la suite. 6 épisodes, mon Dieu. Mr. Robot, c'est tout à fait une série qu'on peut enchaîner facilement, avec des épisodes très courts. Ils sont en train de s'en débarrasser, en fait. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est même plus la voie de garage, c'est au-delà du truc. Ils vont bazarder ça en 2 soirées, et merci, au revoir. C'est ça. Donc le 17 décembre, chers amis, si vous ne faites rien, à partir de 23h, parce qu'en plus ils ne seront même pas à l'heure, il y a donc 6 épisodes de Mr. Robot saison 3. Et comme quand même vous avez bien aimé enchaîner le truc, le lendemain, le 18, il y a la suite. Ah, c'est sur 2 soirs, c'est même pas 2 semaines. Attends, à partir de minuit 50. Ben oui, bien sûr. Mardi 18 à minuit 50. Voilà, 4 épisodes pour finir la saison. C'est combien? C'est le 18, t'as dit? C'est magique. Ah, je me suis dit le 24, la soirée de Noël, tu vois. Ouais, bah écoute, franchement, pire, tu vois, au moins t'es réveillé. Donc voilà. Non, ils sont en train de bazarder le truc. Je pense que les audiences ont dû être très faibles. En même temps, je crois que c'était à peu près des horaires similaires, hein, il me semble. Mais là, ils sont en train de rediff. Je crois qu'ils en ont rediffusé là, début décembre, et c'est aussi pareil, c'est n'importe quoi. Enfin, on va voir. Il y a peut-être du replay, hein. C'est peut-être que vous pouvez peut-être choper des replays de la saison. Je sais pas, mais ça m'a fait rire cette news. Je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Quoi. Non, ils sont. Voilà, bon, bah, suivez donc en legit. Vous pourrez pas vous plaindre. Voilà. Autre série, du coup, c'est sur Netflix, donc c'est. Ouais, Netflix et Disney, hein. C'était dispo quand on veut. Un petit peu que je fais un petit peu la rubrique Nécro. La Nécro Marvel. Nécro Marvel, donc on avait annoncé l'annulation Luke Cage, Defenders, Iron Fist. On pensait que Daredevil était à l'abri. Et bien que nenni, Daredevil également est annulé. Ouais. Et après, ça veut dire que la 3e saison était bien. Après, exactement, ouais. Donc c'est surprenant. Donc Daredevil est annulé donc après sa 3e saison. En fait, on apprend, c'était l'occasion un petit peu d'avoir quelques fuites, on apprend un petit peu davantage sur le contrat entre Disney et Netflix. Ben oui. Donc on sait que Disney ne pourra pas faire de suite ou de reboot avant 2 ans. Donc il y a 2 ans de carence, on va dire, dans le contrat également. Ouais, on pense que la série, alors l'audience a diminué par rapport aux premières saisons, ça c'est indéniable. Il y a encore un noyau dur de fans qui suit la série, l'audience a diminué. Et surtout, c'est une série qui coûte cher, parce que comme c'est une coprod avec Disney, forcément les bénéfices sont partagés. Okay. Donc apparemment Disney, plutôt Netflix, voulait continuer, il voulait aussi un nouveau contrat, donc à des termes plus avantageux. Et bon voilà, c'est une histoire de business, personne n'y a trouvé son compte. Donc finalement la série a été annulée derrière. Okay. Grosso modo c'est ça, donc c'est des tractations de coulisses. Ouais, ça c'est des trucs d'argent. Voilà, et comme Netflix finalement a lancé tout un tas de séries depuis... au départ ils avaient besoin des séries Disney. Maintenant ils n'arrêtent pas de toute façon, ils font même leurs propres séries. Voilà, donc ils n'ont plus besoin vraiment d'avoir cette tête d'affiche Marvel pour vraiment vendre leurs services.
ils font leur propre série. C'est dommage parce que celle-là, elle était bien. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pas dit non à une suite. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu mal au cœur que Iron Fist, par exemple. Mais oui, voilà. C'est un peu dommage, on va voir. Il reste Punisher. Il y a une saison 2 bientôt, si je dis pas de bêtises. Oui, on va voir. Mais après, ça sera fini, du coup. Ça sera sûrement pareil, hein. Faut pas... On va voir. Peut-être que ça a été signé après, peut-être que le contrat est différent, mais faut pas trop se faire d'illusions. Hein. On verra. Ok, à suivre. Prochaine rubrique Necro Marvel. Necro Marvel. Ah oui, j'ai pas dit en fait, le service d'enquête arrive en 2019 dans le monde. Et ça sera un petit peu plus tard sur la France. Donc les parcéas, on sépare un peu plus tard. Ok. Donc voilà, ça sera 2020. D'accord. Ok. Bon, et en attendant, du coup, on va plutôt vous conseiller de nouvelles séries à regarder, vu que c'est ça, les séries se barrent, donc voilà. Et donc, on va passer à notre top 3 des métiers à risque, et vous allez voir, il y a du lourd. Alors la première série, c'est une découverte, c'est une série française. Oui. Oui, vous avez peut-être entendu déjà parler de cette série-là, ça s'appelle Hippocrate. Et c'est diffusé sur Canal+. Ouais. Donc Hippocrate, c'est quoi? C'est la nouvelle série de Thomas Lielty qui a déjà réalisé un film qui s'appelle Hippocrate, qui est sorti en 2014 et qui a fait dernièrement le film Première année qui parle aussi des internes en médecine. Donc c'est un ancien médecin en fait qui s'est reconverti dans le cinéma et les séries télé, et donc qui nous propose Hippocrate, et c'est une série médicale française, ça n'existe presque pas. Ça n'existe pas, quasiment. Presque pas. Enfin, en tout cas, les autres, on ne va pas les voir. C'est un peu ça. Et donc, ça raconte l'histoire de stagiaires, en fait. C'est des stagiaires, des internes, voilà. C'est dur d'être médecin, mais être interne, c'est encore plus compliqué. Et les internes, on les suit lors de leur premier jour à l'hôpital. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun médecin pour les accueillir, car en fait, les médecins sont en quarantaine. Ils ont été en contact avec un patient qui aurait pu les contaminer. Et ils ne savent pas de quoi souffre ce patient. Donc, en attendant, plus de médecins dans le service. C'est le service de la médecine interne. Et donc, les jeunes internes arrivent et ils doivent gérer seuls le service pendant 48 heures. Oui. Sauf que, en fait, c'est pas 48 heures. Non, ça se prolonge un petit peu plus. Et donc là, ça, c'est le pitch et le fil rouge de la série. Et voilà. Mais en fait, c'est aussi une série médicale, on va dire, plus classique, où il y a des cas à résoudre, des patients à traiter, et voilà. Et c'est pas les extraterrestres ou un truc comme ça, hein, c'est vraiment... Donc voilà. Et donc dans cette saison, on suit particulièrement une jeune interne qui nous fait découvrir un petit peu le service. Voilà, elle s'appelle Alison, donc c'est la jeune fille à droite. Ouais, Louise Bourgoin. Non, Alison, pardon. Alison, c'est à droite, c'est Alice Belaïdi qui est excellente. Et donc vous pouvez peut-être reconnaître Louise Bourgoin sous les pixels là, qui joue le rôle de Chloé, qui elle est une interne, mais en fait alors pas tout à fait, parce qu'en fait elle a déjà fait des stages, elle est un peu plus entre guillemets expérimentée. Oui, c'est ça, ouais. Et le service, voilà, elle est un peu plus expérimentée que les autres, et du coup elle va faire la boss des autres, on va dire, et essayer de les driver. Donc voilà. Et ensuite à gauche on a l'autre jeune interne, c'est Hugo, qui lui galère parce que il est pas très très fort, mais c'est le fils de... Voilà, il est un peu pistonné. Fils d'une grande médecin de l'hôpital, donc qui est aussi dans le même hôpital. Et le dernier personnage, c'est donc lui, qui est un personnage très sympa, j'ai trouvé. Ouais, c'est un médecin légiste, en fait, qui demande, lui, à venir bosser aux urgences, à la médecine interne, pour aider un petit peu ces pauvres stagiaires qui sont un petit peu dans la mouise, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça, ils sont un petit peu sous l'eau, quoi. Ils savent pas, quoi. Ils sont sous-effectifs, et comme ils débutent dans le métier, c'est hyper compliqué, quand même, pour eux. Ils savent pas. Ce qui est génial, c'est quand on leur dit, ça va aller, les médecins sont joignables par téléphone. Débrouillez-vous. Oui, c'est ce qu'on leur dit. Donc ils les appellent, c'est pas mal. Du coup, t'as pensé quoi de cette série, toi? Alors moi, j'y allais un peu à reculons, parce que les séries médicales, c'est pas forcément mon type de série. Alors une série médicale française, encore moins. Du coup, j'ai vu que le premier épisode, mais j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Honnêtement, c'est pas romancé du tout, c'est vraiment très cru, j'ai trouvé, dans le traitement des cas médicaux et tout ça.
Et ça fait qu'en fait, tu t'impliques davantage, j'ai trouvé. J'ai l'impression d'être avec eux, à suivre les patients. Dans le premier épisode, il y a un alcoolique qui a gonflé. Et vraiment, il y a de l'empathie qui se crée immédiatement avec lui. Il y a une jeune fille qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Et pareil, il y a la relation avec Hugo qui se développe, mais immédiatement, l'empathie se crée. Et l'empathie se crée immédiatement avec ces jeunes médecins. Même avec ceux où tu ne penses pas vraiment t'identifier au début. Par exemple, le personnage de Chloé, j'ai trouvé très froid à l'abord. Mais arrivé à la fin du premier épisode, finalement, voilà, tu la comprends un peu plus et tu as envie de suivre le truc. Et voilà, pour les gens qui ne sont pas forcément fans des séries de médecine, forcément, c'est très immersif et c'est vraiment passionnant à suivre. En fait. Franchement, c'est hyper. C'est rythmé en fait. Il se passe toujours un truc. Il y a beaucoup de très bons dialogues. C'est pas mou, c'est pas plan-plan. Il y a des interventions. Voilà, il y a de l'action dans les interventions. Il y a du rythme. On n'est pas dans l'urgence où ça bip dans tous les sens je pense que j'aurais pas apprécié si ça aurait été un truc à l'urgence en fait. Ça m'aurait fait trop télé en fait, trop romancé le truc. Ça fait vrai et tu sens que derrière il y a un vrai médecin. Ouais, exactement, tu sens le vécu en fait. Voilà, il y a les gestes médicaux, il y a tout. Et puis alors les personnages sont pas les clichés de beauté, etc., comme dans Grey's Anatomy ou ce genre de personnes. Ils sont crevés, ils ont pas bien coiffé, ils ont des cernes, ils s'envoient bouler parce qu'ils sont fatigués. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est côté naturaliste en fait qui rend vraiment le truc intéressant à suivre. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi dans le deuxième épisode où ils font tout un truc avec le dossier, tout ce qui est administratif. Il y a déjà un truc dans le premier épisode. Le deuxième, c'est fantastique. Quoi. Ils arrêtent pas avec les trucs administratifs et tu te dis, mais oh là là, mais quel bazar. Et ils arrivent à tenir tout un épisode sur ça. C'est excellent, vraiment excellent. Donc voilà, bon, après, vous verrez aussi plus tard, il y a des choses intéressantes avec les médecins, les autres médecins qu'on ne voit pas au début. Donc non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses très très bien et bon voilà, vous pouvez toujours le voir, c'est sur Canal+. Oui, c'est dispo en replay. Il y a toute la saison en replay déjà. Ouais. Donc je crois que c'est le lundi sinon. Ouais, c'est 2 épisodes le lundi soir, je crois. Voilà. Donc, il y a 8 épisodes dans la première saison. Hippocrate, donc la série, et on dit, Canal+, sur son affiche, dit on ne naît pas médecin, on le devient. Ça, c'est la tagline du truc. Oui, ouais. Ok, donc il y a 8 épisodes, Pedroitos. 8 par 2. Donc c'est très très bien. Deuxième série, ça commence aussi par un H, mais ça n'a rien à voir, c'est un autre métier, c'est Homecoming. Donc par... par le même réalisateur que Mr. Robot. Ouais, exactement. Donc Homecoming, c'est une série Amazon Prime, donc elle est composée de 10 épisodes d'environ 30 minutes. C'est inspiré du podcast du même nom, donc un podcast qui s'appelle Homecoming. Avec les mêmes scénaristes et le casting du podcast, il y avait quand même des grands noms. Il y avait David Schwimmer, il y avait Oscar Isaac, notamment qui joue les rôles. Donc comme tu l'as dit, c'est réalisé par Mr. Robot, par Sam Esmail, donc qui était le scénariste et réalisateur de Mr. Robot. Donc de quoi que ça cause? Donc on va suivre le personnage de Heidi, donc qui est incarné par Julia Roberts, qui travaille en tant que thérapeute chez Homecoming. Donc Homecoming, c'est une société qui aide les vétérans de guerre à se réinsérer dans la vie civile. Donc eux, ils viennent du... Bon, le conflit n'est pas précisé, mais c'est quelque part dans le Golfe, parce que ça parle beaucoup de sable, par exemple. Donc elle suit notamment un jeune homme qui s'appelle Walter Cruz, donc c'est celui à droite. C'est un très charmant jeune homme. Et en fait, la narration va alterner entre 2 époques. Donc on va suivre ce qui se déroule chez Homecoming, et on va également faire un saut dans le temps de quelques années. On va retrouver donc Heidi quelques années plus tard. Elle a complètement changé de vie. Elle travaille à présent comme serveuse dans un petit restaurant. Elle est contactée par un enquêteur du département de la défense américain, donc qui a reçu une plainte qui concerne Homecoming et qui concerne ce jeune homme, donc Walter Cruz. Donc il vient la voir pour lui parler de la plainte. Et déjà, tu sens que l'affaire est bizarre. Elle ne se rappelle pas très bien de tout ce qui s'est passé. Et tu sens qu'il s'est passé plein de choses que tu n'as pas encore vues. Et tout de suite, tu as un climat très pesant qui va s'installer. Donc en fait, Homecoming, c'est un thriller. C'est un thriller psychologique avec une ambiance donc pesante, on va dire menaçante, limite paranoïaque. D'accord. C'est vraiment un hommage aux certains films qu'on a pu voir dans les années 70. Il y a eu beaucoup de thrillers paranoïaques à l'époque.
Et en fait, Sam Esmail, donc tu sens qu'il est passionné par ça et qu'il va essayer un petit peu de restituer tout ça à l'écran. Donc il a une maîtrise de la grammaire visuelle assez hallucinante. La série est magnifique. Déjà, l'affiche est belle. L'affiche est magnifique. Il va utiliser donc toute la panoplie de la grammaire visuelle. Il va utiliser les plans larges, il va utiliser les grands angles, le split screen, les plans aériens. Tout ça pour te créer une atmosphère de paranoïa. Et tout ça, en fait, ce sont des techniques qui ont été utilisées par les grands noms du thriller. Donc, on a Freddy Chuck, Brian De Palma, même John Carpenter. Il y a The Thing, notamment, qui est donc là-dessus, au niveau paranoïa, qui se pose bien, qui est référencé. Et la musique, également, qui fait énormément hommage à ces films, et même plus que ça. Par exemple, j'ai vu le premier épisode. La musique, dès le début, t'as pas de dialogue, t'as une musique qui s'installe et tout ça. J'ai entendu la musique, je connais cette musique. Et en fait, elle me fait beaucoup penser à un film de De Palma qui s'appelle Pulsion. Donc, un thriller avec un thérapeute, notamment. T'entends cette musique. Après, t'as une autre musique qui te fait penser à du Hitchcock. Je me dis, ils sont allés loin quand même dans la recherche musicale et tout ça. Donc, j'ai fait une petite recherche pour préparer l'émission. Et en fait, ils sont allés même plus loin que ça. Ils ont carrément repris les bandes originales de ces films-là. Ah ouais. Donc, si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez retrouver une liste comme ça de musique. Et donc, ils réutilisent la même. En fait, donc, il a beaucoup cherché, Sam Esmail, comment utiliser la musique. Ils se sont dit, au départ, ils voulaient faire un truc qui s'inspire, mais ils trouvaient que c'était complètement injuste pour les compositeurs, leur dire c'est de refaire des chefs-d'œuvre, en fait, musicaux. Donc, il a vu avec les droits, la production et tout ça, donc il a réussi à récupérer les droits de ces musiques-là. Et surtout, ça s'incruse vraiment de façon très organique dans la narration. C'est pas un jukebox où tu vas reconnaître telle musique, en fait. Vraiment, ça sert la narration, ça sert le climat présent. Et par exemple, la musique de Pulsion, c'est une musique très, très mélodique. Mais elle a une ambiance un petit peu, un peu éthérée. T'es un peu dans un rêve et t'es pas bien, en fait. Tu sens que t'es dans un rêve, mais comme t'es dans un rêve, tu sens que c'est pas la réalité, qu'il y a un truc qui va pas. Donc, direct, dès la première scène, ça te pose l'ambiance. L'ambiance du truc. C'est fort, ça. La narration est sensationnelle, tous les acteurs sont bons dedans. Et voilà, si vous aimez les trucs un peu psychologiques, les ambiances un peu pesantes et les mystères, parce qu'au départ, tu sais pas ce qui se passe, donc tu suis un petit peu le déroulé du truc. Puis tu commences à tirer le fil de l'intrigue et tout ça. Et voilà, c'est vraiment passionnant à suivre. J'étais vraiment happé. J'ai pas fini encore. Il y a 10 épisodes. 10 épisodes, je pense que c'est court, ça fait 30 minutes. Et en fait, j'essaie un peu de les déguster, mais pas trop en dire d'un truc, parce que vraiment... Voilà, t'es plongé dedans, en fait, et t'es parfois un peu perdu, t'es un peu ballotté de tout ça, tu sens qu'on te cache des choses, tu commences un peu à suspecter un peu tout le monde, tu questionnes, en fait, tu questionnes ce que tu vois derrière, parce que ça va très très loin. Par exemple, les vétérans, ils se mettent même à questionner l'endroit dans lequel ils sont. Donc l'histoire se déroule en Floride, mais même eux, ils se disent, est-ce qu'on est vraiment en Floride? Est-ce qu'on n'a pas construit un décor à tout? Et t'en viens à douter avec eux, en fait. Du comment tout est montré, et t'es de leur point de vue, t'en viens à douter avec eux derrière. Et c'est hyper bien. Sam Esmail, il maîtrise. On l'a vu dans Mr. Robot, de toute façon. La narration de Mr. Robot était incroyable, et c'est encore le cas ici. Et j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Bon, mais par contre, toujours ambiance Noël. Hein. Complètement dans l'ambiance, c'est très festif, les fêtes et tout ça. Magnifique. Eh bien, on va continuer dans le super méga festif avec un autre vétéran de guerre. Encore vétéran, exactement. Et donc, c'est la série Bodyguard. Alors, j'espère que vous en avez entendu parler et que vous avez commencé à regarder parce que c'est... Ah oui, pardon, je vois Pedro. Oui, il y aura une saison 2 de prévue, j'ai oublié de le dire. Oui, d'accord. Pour Homecoming, c'est sur 2 saisons, en fait, ça sera donc la dernière. Donc pour Bodyguard, il y aura aussi une saison 2 d'ailleurs, il me semble. Bodyguard, donc c'est sur Netflix, mais en fait c'est une série de la BBC qui a commencé en septembre et donc qui est dispo sur Netflix depuis le mois d'octobre. Et c'est vraiment la série à voir, je pense. Parano aussi, même chose, hein, dans la parano et dans le thriller. Il n'y a que 6 épisodes, mais par contre, c'est des épisodes d'1 heure, hein, donc c'est un peu plus long. Le dernier fait un petit peu plus. Ouais, le dernier, mais tu le vois pas passer en même temps. T'es dedans. Et donc, il y a aussi un vétéran de guerre, il s'appelle David Budd, et lui, en fait, dès la première, on est obligé de dire pourquoi. Enfin, c'est la première scène, il faut que tu racontes les trucs. Il arrive à empêcher un attentat terroriste à la bombe, on va dire ça comme ça. Je vais pas dire plus. La première scène, c'est à peu près une des meilleures premières scènes que j'ai vues depuis bien longtemps. C'était impressionnant. T'étais haletante. T'as le souffle
incroyable. Tu vois, t'as cliffhanger, mais t'as accroché au canapé aussi, tu vois. C'était hallucinant cette scène. Et donc, une fois qu'il a déjoué cet attentat à la bombe, on lui donne une espèce de promotion. Donc, il va devenir garde du corps du ministre, quoi. Enfin, c'est la ministre de l'Intérieur. Et donc, elle s'appelle Julia Montagu. Et c'est quelqu'un qui, disons, n'a rien pour plaire à David Buck, parce qu'en fait, elle est membre d'un parti ultra-conservateur qui essaye de faire passer des lois qui renforcent tout ce qui est... liberticide, surveillance sur Internet, les lois antiterroristes. On les connaît. Voilà, et il se trouve qu'elle fait quand même partie des gens qui sont responsables du fait que lui, David, ait été allé combattre... Comme dans la réalité, il y a eu des votes, savoir si on envoie des troupes au Moyen-Orient, et elle a voté pour, en fait. Voilà, et quand il apprend ça et qu'il doit se changer de sa protection, du coup, il est un petit peu embêté. Lui, il est un peu traumatisé, déjà. Pas dit, mais c'est vrai que le traumatisme après-guerre, le fameux PTSD dont il parle souvent dans les séries, lui, il est à fond dedans, hein. Et donc, en fait, sous ces apparences d'ultra professionnels, de garde du corps ultra efficace, à l'intérieur, ça bouillonne. Et déjà, il est pas bien dans sa tête. Et puis, en plus, il se demande comment il va faire pour protéger quelqu'un qu'il déteste. Et que même il aimerait bien tuer. Ou en tout cas, il aimerait bien voir souffrir comme lui a souffert. D'autant plus qu'à son retour au pays, il a des problèmes avec sa femme. Enfin, c'est comme dans Homecoming, hein, quand tu rentres au pays, c'est compliqué de réinsérer. C'est un peu des storylines qu'on a vu plein de fois avec le vétéran qui revient, qui est traumatisé. C'est d'époque, hein. Sauf que là, c'est intégré dans l'histoire de... Il est le garde du corps et donc la ministre de l'Intérieur est menacée. Et là, ça commence à devenir sacrément chaud. Dans les deux sens. Dans les deux sens du terme. Vous verrez pourquoi. Et donc, voilà. Et cette série est incroyable. C'est vraiment... c'est plus que de maîtriser l'art du cliffhanger, parce qu'en fait, il y a des retournements des situations incroyables du début à la fin. Et on est vraiment happé, il y a plein d'actions, il y a beaucoup de paranoïa aussi. Exactement. Plus ça va, plus il y a de la paranoïa. Tu suspectes tout le monde, hein, au bout d'un moment. Puis on sait pas trop, si on est parano parce qu'il est pas bien ou parce que vraiment il y a des choses à se reprocher. C'est vraiment une excellente série. Le bodyguard, donc c'est Richard Madden, on l'a vu dans Game of Thrones, c'était Robb Stark. Pour ceux qui se rappellent le Red Wedding. Et elle, c'est Keely Hawes, pas spécialement connue. Moi, je l'avais vu j'avais plusieurs séries, dans Ashes to Ashes, notamment, la suite de Life on Mars. Et j'avais vu d'autres, je les ai plus en tête. Mais ça, Ashes to Ashes, c'était sympa. À un moment, elle jouait dans quasiment toutes les séries anglaises. Pendant une certaine période, et du coup, je l'ai vu dans plein de trucs, mais je me rappelle plus. C'est du lourd niveau cast. C'était c'est vraiment dans le top des actrices anglaises. Hein, donc voilà, allez-y, c'est vraiment super bien. C'est top, mais c'est rare que les Britanniques fassent ce genre de choses. J'ai envie de dire, j'essaie de me rappeler. C'est plutôt les Américains en fait qui font ce genre de. Au niveau de l'action. Parce que au niveau du thriller et de paranoïa, ils en font pas mal. Mais au niveau de l'action terroriste et tout ça, c'est plutôt les Américains. Bah oui. Du coup, c'est un point de vue différent. Le héros est plus vulnérable, je trouve, que dans les séries américaines. Et ça rend plus intéressant. Ça rend les choses plus intéressantes, je trouve. C'est ça. Et ça révolutionne pas les codes, j'ai envie de dire, de ce genre de série. Non. Quand tu as vu, quand tu as vu 24, par exemple, ou d'autres choses. Déjà, ça commence à dater, 24. Ça commence à dater, mais moi qui ai vu beaucoup de séries de ce genre, malgré tout, j'ai été scotché du début à la fin et j'avais envie d'enchaîner, de tout voir, en fait. Ah non, c'est qu'elle a réussi. Donc vraiment, c'était vraiment aussi, bien. Des fois, réutiliser le même thème. Et ça fonctionne, hein, c'est hyper efficace et tout le monde est bon dedans. Il y a vraiment une atmosphère de paranoïa, comme tu disais. Vraiment, au bout d'un moment, tu soupçonnes tout le monde. Tu soupçonnes tout le monde. Et non, vraiment, c'est top. Okay. Voilà, donc c'est sur Netflix, ça. Donc, c'est 6 épisodes, ça s'appelle Bodyguard, et c'est vraiment top. Voilà, bon, après toutes ces séries bien ardentes, on va passer à notre série du mois, et là, c'est une série festive. Encore une fois. Qui s'appelle You. Ah si, c'est festif, You. C'est festif. C'est fun. Ça arrive le 26 décembre, c'est festif.
Voilà, la série arrive donc le 26 décembre sur Netflix. Peut-être vous avez vu passer déjà, il y a pas mal de teasers sur Netflix. C'était censé arriver avant en fait. Mais, oui, c'est ça. C'est il y a eu un bug avec les droits. Et du coup, elle arrivera que juste après Noël. C'est une série qui vient de la chaîne Lifetime. Voilà, c'est pas la plus connue des chaînes. Mais par contre, qui est créée par Greg Berlanti, qui lui est très connu. Puisqu'il est à l'origine de Everwood, de Eli Stone, aussi de la moitié des séries américaines, je pense. Et aussi de toutes les séries CW, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow. Je comprends pas quand est-ce qu'il dort. Non, il dort pas. Cet homme ne dort pas. Toutes les heures, il y a une série. Et en plus, non seulement là, il est juste créateur des séries que je viens de citer, mais il est aussi scénariste sur 10 000 autres. Il n'y a pas de souci. Hein, il est sur tous les fronts. Et donc là, il nous lance You, qui est une adaptation en fait d'un roman et qui raconte... en fait, en gros, c'est une histoire de tueur en série, mais vue par le prisme du tueur, en fait. Oui, c'est ça. Alors vous allez me dire, oui, on a déjà vu ça. Tueur en série, déjà, tueur en série. Tu spoil le truc déjà, tueur en série. Enfin, je dis tueur en série. Psychopathe, tueur. Au départ, c'est un stalker. C'est un harceleur. Harceleur. En fait, non, c'est un libraire. C'est un libraire. C'est un libraire. Alors, il s'appelle Joe, il est mignon comme tout, et puis il est gérant d'une librairie. Et sa passion dans la vie, c'est de regarder les jeunes femmes de sa librairie et d'essayer de définir leur personnalité en fonction des livres qu'elles vont chercher. Et donc, un jour, il tombe sur une jeune femme qui s'appelle Beck, commence un petit peu à s'intéresser à elle parce qu'elle a des goûts intéressants en littérature. Et qu'est-ce qu'il fait? Normal, il va la stocker sur à peu près tous les réseaux sociaux qui existent. Et cette jeune femme Beck est pas non plus la plus maligne du monde, je pense, parce qu'elle est sur à peu près aussi tous les réseaux sociaux et elle poste toute sa vie. Et du coup, en 2 temps 3 mouvements, il est capable de connaître tout son entourage, son métier, son emploi du temps et son adresse. Et il se retrouve donc à la suivre partout où elle va. Absolument partout. C'est hyper flippant. Parce qu'en fait, elle ne le voit jamais, hein, il est dans l'ombre. Hein. Et il se met à analyser son cercle d'amis, ses rencontres, ou c'est les gars qu'elle voit plus ou moins. Il critique toute sa vie. Il critique tout, et en plus, il fait en voix off, donc il fait des commentaires sur tout ce qu'il voit. Et il va chez elle, il s'introduit chez elle, il est très très malin. Et voilà, il veut tout savoir d'elle. Et en gros, c'est comment il va s'arranger à intervenir dans sa vie sans qu'elle le voie pour pouvoir se mettre en situation de la retrouver et de la contrôler sans qu'elle s'en rende compte. Waouh. Charmant jeune homme. C'est un charmant jeune homme. Mais si, il est charmant. T'as même mis la photo, regarde. Il lit des livres. Il est gentil, il aime bien les enfants. Il est gentil avec les enfants. Il est gentil avec tout le monde. Il est très très cultivé. Il est... Non, enfin voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme tu as dit, c'est une série sur un psychopathe. Raconté à la première personne. Au départ, moi, ça m'a fait penser un peu à Dexter. Bah oui, forcément. Un peu beaucoup, ouais. Forcément. Mais Dexter était plus sympathique, j'ai trouvé quand même que lui. Moi, mon souci, c'est que moi, j'ai du mal à suivre ce genre de série parce que le personnage est détestable. Oui, en fait. Mais oui, il est détestable. C'est compliqué à suivre pour moi une série si soit tu es un peu... T'as des familiarités avec le personnage, enfin, t'as un peu un côté empathique. Ouais. C'est vrai que là, c'est compliqué. Ou alors, il est tellement fascinant que tu le détestes et t'as envie de savoir ce qu'il va faire après. On n'y est pas encore là. Au bout d'un moment, il m'a un petit peu saoulé, en fait. Et surtout, elle est insipide. J'ai trouvé. La jeune femme. La jeune femme, elle est un peu insipide. T'as envie de mettre de son côté. Elle est mignonne, elle est sympa, enfin, elle est... Il y a un côté attirant du fait que t'es comme t'es dans sa tête, tu vois vraiment tout ce qu'il raconte et tout ça, donc tu vois que le mec est quand même complètement barge. Ah oui. On vous spoile pas tout ce qu'il fait, mais il fait des trucs assez barges quand même par la suite. Hein. Donc tu suis le truc, mais voilà, moi j'ai pas franchi le cap vraiment j'ai envie de voir ce qui se passe après. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai compris le délire. Ouais. Ça va mal se terminer sûrement, et voilà. Bah ouais, non, moi j'ai envie de savoir. Par contre, moi j'ai envie de savoir. Alors je trouve qu'il est effectivement pas attachant du tout, mais justement il est très flippant parce il pourrait tout avoir pour plaire et en fait il est hyper flippant. Il est hyper flippant, mais il s'invente une vie, enfin il lui invente une vie, il la juge et tout ça. Il a juste un genre et après le problème c'est qu'il y a tellement de voix off
du coup, il partage beaucoup ses pensées, donc c'est difficile d'adhérer sur certaines choses. Il est omniprésent. C'est sûr, il est omniprésent aussi. Et voilà, et la jeune femme, moi je l'ai trouvée quand même assez attachante parce qu'elle a une vie pas facile et elle a ses copines par rapport à ses copines. Là, ça aussi j'ai eu du mal. Les copines, alors c'est la CW. Elles sont attartées. Oui, c'est complètement. Elles sont attartées. Les meufs de la CW qui sont attartées. Voilà, en fait, son entourage. C'est les Gossip Girls en fait. C'est les Gossip Girls, mais c'est aussi un cliché parce que le gars, c'est un pire cliché. Le professeur de l'université, c'est un pire cliché. Complètement. Donc du coup, c'est assez bizarre parce que c'est une série qui s'amuse à renverser le cliché. Elle est blonde, elle est mignonne. On pourrait dire, ouais, elle a rien dans la tête, mais en fait, elle est super cultivée. Oui, ça, c'est vrai. Et elle est super bosseuse. Et voilà. Le mec, il est super charmant. Et en fait, c'est un psychopathe. Mais par contre, les autres personnages autour, ils sont complètement ratés. Donc ça, c'est un peu gênant. D'ailleurs, la copine de la fille, là, qui s'appelle Peach, comme la princesse. Oui. C'est une fille qui jouait dans Pretty Little Liars. Ah oui. Voilà. Ah bah ouais. D'accord. C'est une fashion icon, tout ça, machin. Ouais, je connaissais pas. Et lui, il a joué dans Gossip Girl, en fait. D'accord. Alors lui, c'était Dan dans Gossip Girl, c'était le beau gosse qui Bessie. Ah, j'ai pas suivi Gossip Girl. Non, j'ai pas suivi Gossip Girl. Je vais te demander un peu, non, mais non. Non, voilà, il jouait déjà un beau gosse, mais dans Gossip Girl, il était au lycée. Bon, là, il est passé. Il a fait des études entre temps. Ouais, il a fait des études. Il a gagné des galons, mais. C'est plutôt un bon acteur, j'ai trouvé. Il jouait bien. Et elle, la jolie blonde, là, en fait, elle était en rousse. Pardon, j'ai raté ma photo. Je vais la mettre. Elle était en rousse avec des tresses. Dans Once Upon a Time, elle jouait Anna de la Reine des Neiges. Oh la vache. Ah ouais, non, j'ai arrêté avant, je pense. Je l'ai perdu, ça y est. Once Upon a Time, pareil, j'ai dû voir quelques épisodes, j'ai arrêté de faire. J'ai dit Reine des Neiges, Gossip Girl, Pretty Little Liars, il a fui. Je suis pas le public, je crois. Je suis pas le public cible. Ça, c'est la phrase pour dire c'est pourri, normalement. Non, je ne juge pas, chacun ses goûts, c'est pas les miens. Voilà, non, c'est pas la série du siècle. Moi, je trouve ça assez divertissant, franchement. Et en plus, ça fait réfléchir sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Quand même, en tout cas, c'est original. J'avais jamais vu une série, en tout cas, attaquer le côté harceleur. Bah ouais. Cet angle-là. Ça pourrait faire Black Mirror, mais en CW, tu vois. Un sujet Black Mirror sur, ça pourrait, ouais. Sur le fait qu'on te stocke tout le temps. Mais je crois qu'il y en a eu un d'ailleurs. Le fait de stocker les gens sans arrêt, oui, voilà, et d'être... Mais non, le côté original, c'est vraiment que c'est les points de vue sont inversés. D'habitude, dans les thrillers, on parlait encore des thrillers un peu paranoïaques, on suit la victime, en fait. On suivrait plutôt Beck. Là, ça fait un peu la traque, le loup et l'agneau, quoi. Ouais, complètement. La traque, mais... il y a un côté fun et sympa, et c'est pas... Voilà, non, la série a ses qualités, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt besoin d'avoir un peu une certaine empathie envers le perso, et du coup, ça m'a un peu bloqué pour suivre le truc, mais c'était plutôt bien construit quand même. Moi, je pense que ça va marcher sur Netflix, ça, hein. Franchement. Ouais, c'est parce que ça s'enchaîne pas mal. Peut-être que moi, j'ai pas pu enchaîner. Justement, à la fin du premier, il y a quand même un gros cliff. Ouais, je suis arrivé à la fin du premier. J'étais vers la moitié du premier épisode, je me suis dit, je sais pas trop. Je suis arrivé à la fin, j'ai dit, ok, il faut que je vois au moins le deuxième. Du coup, j'ai vu le deuxième. Ouais, on verra après, on verra pour la suite. Pas forcément, mais alors il y a 10 épisodes, ça va être pas mal pour le... Tu vois, les gens, ils vont être en vacances. Ouais, je pense que ça se binge bien pendant les vacances. Complètement. Puis il y aura une saison 2 un peu plus tard, qui est déjà écrite, donc, puisque c'est une adaptation de bouquin. Ouais. Oui, et Black Mirror, le 28 décembre... C'était confirmé, ça y est ? Pedro Litos, ouais. Donc, ils avaient dit avant 2019. Ouais, donc, c'est bon. Ils sont dans le créneau. Parce qu'ils avaient fait tout un teasing et tout ça sur le projet, le truc mystérieux qui arriverait fin décembre et tout ça. Oui, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait Black Mirror le 28 décembre parce qu'il n'y a pas Doctor Who en 2019. Là. Non, il y aura... J'ai oublié de mettre ça dans... Oui, c'est vrai. Il n'y a pas Doctor Who en 2019, en 2020. Il y aura un spécial du Nouvel An, pas un spécial de Noël et pas d'épisode l'année prochaine. Toutes les traditions se perdent. Mais bon. Voilà, même on offre des psychopathes à Noël. C'est festif. C'est un concept. Donc voilà, écoutez, allez-y, essayez de voir si ça vous plaît. De toute façon, oui, ça vaut au moins le coup. Bien, exactement. Ça donne bien une Regardez-moi idée. le début, faites-vous une idée là-dessus. Et vous pourrez bien vous faire une idée. Donc c'est tout pour le programme du mois de décembre. Ouais. On espère que vous avez trouvé en tout cas des choses à voir si vous avez quelques jours de congé pour les fêtes. Voilà. Entre deux parts de bûches, tout ça. Ouais, c'est des séries courtes en plus, ça, je vois qu'on va proposer en fait.
Eh ben ouais, parce que You, 10 épisodes, Bodyguard 6, Hippocrate 8, j'avais dit. Je sais plus, oui. Ouais, 8, ouais. Donc voilà, c'est parfait entre le fromage et le dessert. Vous avez de quoi comater un peu, même si c'est pas forcément des séries légères, quoi. Non, mais je vois un petit Bodyguard le 25 décembre, tu vois, en famille. Je pense que ça... En famille? Ah non, ouais, moi non, là, tu fais fuir ta famille avec la première scène, je pense. Ah ouais, alors moi, ma famille, ça passerait bien, tu vois. Les thrillers, un peu. Tu peux relancer la fameuse conversation sur le terrorisme et les musulmans et tout ça. Non, mais il y a l'action. Ambiance de Noël, c'est magnifique. On aime bien les séries d'action chez moi, donc je pense que ça passe. Bon, alors, chez Kevin, à Noël, on regarde des terroristes. On regarde les 24 ensemble, donc ça passe. Pourquoi pas? Bah, écoute, chacun son délire. Je propose, je propose. Voilà, chacun son délire. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode. Merci à la chatroom, vous avez été sages, c'est bien. Ouais. Puis, merci à tout le monde. On vous donne rendez-vous sur YouTube sur notre chaîne Café Série pour rattraper les anciens épisodes si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes en manque de séries, vous savez pas quoi regarder, on est l'épisode 30, donc ouais, plein de recommandations. Ouais, souvent c'est des trucs bien, des fois on râle un peu, mais quand même en général. Et sinon il y a Twitter pour venir discuter avec nous de vos séries, de vos découvertes, tout quoi. Voilà, sur donc ah ben tiens, on a l'envers. Ah non, c'est bon. J'allais dire, j'ai encore mis le Twitter à l'envers, mais non. Voilà, sinon on se retrouve sur TV Showtime. Pedrolitos, Helicocraft & Co. On se regarde sur TV Showtime. Mais voilà, bougez pas, l'émission est finie. Dans 15 minutes, c'est la suite. Ça enchaîne. Ouais. Ça enchaîne. Vous avez 15 minutes. Vous n'avez pas le temps de regarder un épisode, par contre. Hein. Donc, vous avez juste le temps de vous refaire un petit café et c'est bon. Et ça reparti. Merci à tous. On se retrouve très vite. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête à tous, ouais. Et on se retrouve en 2019 avec plein de nouvelles séries. Exactement. Salut. Bye bye. Ciao.